retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Baran Ndiaye, consultant et chef de projet en marketing digital. Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'université d'Evry. Alfred Chango, notre éditorialiste. Alors, juste avant la pause, nous parlions de cette candidature à la présidentielle égyptienne de Mostafa Moussa. Alors, on a donc une élection finalement sans véritable opposition en face du président Al-Sisi. Baran Ndiaye, pourquoi on attend peu la communauté internationale sur cette question? Parce que, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure avant la pause, c'est dû au fait que la notion de sécurité est très importante pour la nation égyptienne et les deux puissances qui sont juste à côté, c'est-à-dire Israël bien sûr, et ce qui se passe dans la bande de Gaza que nous connaissons tous. Donc les États-Unis financent énormément Monsieur Al-Sisi et son armée, bien sûr, c'est je pense que l'une des armées les plus puissantes d'Afrique aujourd'hui, pour gérer cette sécurité-là, qui veut créer un havre de paix dans cette région, quelque part. Et d'autre part, comme on l'a évoqué aussi, le tout sécuritaire n'est pas l'idéal, parce que la sécurité doit être couplée avec la démocratie et ce sont les deux éléments qui doivent permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que sécurité, oui, après ouverture par rapport aux autres nations également pour développer l'économie égyptienne, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était partiellement basée et reposée sur la fréquentation touristique en Égypte, ce qui génère pas mal d'emplois dérivés. Donc je pense que les puissances occidentales ont tout intérêt à ne pas trop déranger, en tout cas, les mécanismes mis en place par Al-Sisi pour que ces élections soient des élections malheureusement pas plurielles, mais juste singulières, parce que celui qui se présente est connu pour être son proche, et je pense que ce ne sera pas l'idéal. Et là aussi, la communauté internationale, notamment les États-Unis, attendent peut-être quelque chose du président Al-Sisi autour du statut d'Israël, par exemple. Surtout de la Palestine. Au fond, Al-Sisi, l'Égypte en particulier, est le garant justement de plus ou moins la stabilité en Israël, entre les Palestiniens et les Israéliens. Il a en tout cas une partie du levier justement de la paix et de la stabilité dans ce pays-là. Mais de toute façon, depuis toujours, les États-Unis travaillent avec tous les chefs d'État égyptiens. Tous ont été des militaires. Parce qu'ils ont plus confiance aux militaires et d'ailleurs même le reste de la communauté internationale pour pouvoir contenir les velléités justement de déstabilisation de l'Égypte. On rappelait ici Anwar al-Sadat, il a été assassiné. Pourquoi? Parce que justement, il avait signé les accords de Camp David et puis il était allé à la Knesset pour signer justement la reprise des relations avec Israël. Et donc la communauté internationale est plus sûre et rassurée lorsque en Égypte il y a un homme fort et en particulier un militaire qui tient justement le pouvoir, qui peut garantir cette stabilité-là. Mais justement, sans autant vous couper la parole, Obama, lors de son dernier mandat, disait « Je préfère les institutions fortes qu'aux hommes forts ». Donc l'Égypte actuellement est en train de privilégier l'inverse, ce qui me désole un peu par rapport à un partenaire des États-Unis, vous voyez? Oui, mais on peut le comprendre. Patrick Boyo, donc là l'élection du président Al-Sisi ne fait pas vraiment de doute. Sur quoi il va se baser, va s'appuyer pour légitimer sa réélection? La force. Il va se baser sur la force parce qu'il n'a aucun autre argument à présenter. Parce que quand on est, ben oui, excusez-moi d'être réaliste, il va se baser sur la force. J'apprécie votre réalisme. Quand vous êtes candidat, vous vous retrouvez à quelques semaines de l'élection seul en lice en plus. Ce n'est pas que vous avez gagné, vous êtes seul candidat. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette crainte? N'oubliez pas, on parlait tout à l'heure de l'ancien Premier ministre Moubarak, Shafik. Mais il faut voir dans quelles conditions il a été retenu aux Émirats arabes unis. Il a été pratiquement séquestré. On lui a confisqué son passeport à l'aéroport. On lui a même interdit de rentrer dans son propre pays. Alors dites-moi si ce n'est pas la force ou la brutalité, comment nous devons qualifier cela? C'est la force qui joue, mais je dis que cela, on est en train de garder une doctrine qui a vécu,
même si elle a fait ses preuves pour Israël et les États-Unis pendant plusieurs années, puisqu'il ne faut pas oublier que l'Égypte est le deuxième pays qui bénéficie du programme militaire américain après Israël. Mais sauf qu'il faut se rendre compte de quelque chose. Permettez-moi de revenir encore sur Mohamed Morsi, même si je ne fais pas de fixation là-dessus. Sous Morsi, il n'y avait pas. Non, je dis simplement une chose, c'est que je pars d'un principe où on a eu un président le mieux élu, le mieux désigné. Ça ne veut toute l'histoire. Maintenant, j'arrive. Mais non, laissez-moi souffrez un petit peu, cher Shango, que je dise des choses qui ne vous plaisent pas toujours. Hein. Alors, maintenant les choses qui se sont passées en Égypte en 2014, pendant les 2 ans 2012 et 2014, il n'y a eu aucun attentat. En Égypte, pratiquement un attentat majeur. Israël n'a pas été. Israël n'a pas été. Israël n'a pas été. Je vous le concède. Mais pas comme il y en a aujourd'hui vis-à-vis des Coptes. Israël n'a pas été menacé. Pas le moins du monde. Or, si on pense aujourd'hui mettre un pouvoir fort en Égypte pour garantir la sécurité d'Israël, c'est une théorie qui ne tient pas parce qu'on avait un président qui était démocratiquement élu, qui n'était pas d'obédience occidentale, comme on le dit, mais qui vivait en paix avec Israël. Pourquoi, dès lors, ne pas laisser ce système continuer? Mon problème, c'est pourquoi ne pas laisser aux Égyptiens le temps de gérer leur système social, comme les Tunisiens ont encadré Enarda et lui ont dit de se limiter à un moment donné. C'est pas un Américain qui a fait un coup d'État contre Morsi. Hein. Vous avez entendu les États-Unis réagir aux événements de 2014? Peu importe, c'est un Égyptien qui a renversé. Mais c'est un Égyptien qui a renversé un autre. C'est bien Al-Sisi qui a renversé un autre Égyptien. Mohamed Morsi. Un dernier mot peut-être, Baran Ndiaye. Moi, ce que j'avais à dire pour conclure, c'est que je suis fervent partisan de la démocratie et j'aimerais bien sûr que cette élection, qui semble en tout cas gagner d'office par Al-Sisi, c'est dommage pour l'Égypte et ce qu'il représente pour le continent africain. Merci beaucoup. On va tout de suite passer au grand angle. Un marché unique du transport aérien sur le continent africain. Une discussion qui dure depuis 1999 mais également, pardonnez-moi, réaffirmée en 2013 dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des années d'attente donc pour ce marché unique désormais effectif. Son lancement a finalement eu lieu ce 28 janvier dans le cadre du 30e sommet de l'Union africaine. Les précisions de Solange Dubois. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le marché unique du transport aérien africain est désormais effectif depuis ce dimanche 28 janvier. Un marché unique qui permettra de stimuler les opportunités de promotion du commerce, les investissements transfrontaliers dans les industries de production et de services, y compris le tourisme. 300 000 emplois directs et 2 millions d'emplois indirects seront également créés. Aujourd'hui, nous allons lancer le marché unique du transport aérien en Afrique, une étape majeure pour le transport. Nous sommes presque prêts à adopter la zone de libre-échange continentale. Depuis l'adoption du protocole par l'Assemblée de l'Union africaine en janvier 2015, 23 États l'ont déjà signé. 11 pays sont encore à la traîne. Un retard qui se justifie principalement par la protection des compagnies aériennes nationales. Il faut également noter qu'il existe une grande disparité entre la libéralisation de l'espace aérien entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. On va être plus perfectionné, qui vont offrir une offre de qualité. Un grand nombre va disparaître. Ne vont rester que les compagnies réellement performantes ou alors celles qui desservent des marchés peu rentables. Les compagnies aériennes africaines transportent à ce jour moins de 3% du trafic aérien mondial, bien que le continent représente plus de 17% de la population mondiale. Ce marché aérien leur permettra donc un accès sans entrave et des destinations multiples dans n'importe quelle ville issue des pays couverts par l'accord.
Donc une libéralisation qui pose donc un nouveau cadre réglementaire. Pour autant, est-ce que tous les moyens sont réunis pour parvenir à cette compétitivité que souhaitent les États qui ont consenti à ce nouveau marché? Je pense que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était depuis 1999 qu'on avait parlé de cet accord à Yamoussoukro quelque part. Et je pense que la difficulté était la mise en œuvre de cet accord. D'accord. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, d'après un responsable du NEPAD, ce marché va permettre de créer, on va dire, quelque chose comme 300 000 emplois directs et 2 millions d'emplois indirects. Alors, pour les emplois directs, on va considérer que ça va aller dans des organismes, parce que vous parlez de moyens, dans les organismes comme l'ASECNA, qui est l'Agence de la navigation et de la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar, qui régule tout le transport aérien, en tout cas dans les pays souscripteurs qui font partie de cette agence. Quelque part, pour les endroits indirects, on parlera du tourisme, on parlera des agences de voyage et des compagnies aériennes. Par contre, des jeunes entrepreneurs comme moi, on peut profiter même de cette manne pour générer de l'emploi et accompagner ces compagnies aériennes afin de gérer la communication digitale et marketing avec leurs clients de façon interactive. C'était juste une parenthèse. Les moyens sont mis en place. Mais qui est importante, cette parenthèse. Exactement. Parce que le PDG d'Ethiopian Airlines a évoqué justement ce fait-là en disant qu'ils ont beaucoup investi là-dessus pour faciliter justement l'efficacité d'Ethiopian Airlines. C'est ça. Donc, juste pour terminer mon argumentaire, ces emplois indirects sont divers, sont du tourisme comme dans le marketing, dans la communication, dans les sites web de ces agences et de ces compagnies. Et quelque part, l'Afrique, on avait besoin de ça, parce que libéraliser l'aviation civile, c'est quoi? C'est permettre à des investisseurs africains même de pouvoir investir dans ce qui existe en Europe comme des compagnies low cost. Ça n'existe pas encore en Afrique, possédé par les Africains. Tout ce qui existe, plus de 80% du transport aérien en Afrique est géré par des puissances occidentales et leurs compagnies. Donc je trouve que ce serait un bon levier pour pousser les dirigeants africains, en tout cas et certains investisseurs, pour challenger ce marché-là. On peut parler d'un véritable tournant? Je ne sais pas si c'est vraiment un véritable tournant. Le problème n'est pas tant de libéraliser comme ça que de regarder d'abord la taille des compagnies, leur capacité de transporter des passagers, d'offrir des services aéroportuaires de qualité, de services de maintenance de qualité et surtout la sécurité justement de ces aéronefs. C'est tout cet ensemble-là qui permet justement à une compagnie aérienne d'être viable. Si en termes de profitabilité, les compagnies par le transport des personnes n'arrivent pas justement à assurer cela. Je crois que je ne sais plus si c'est toujours le PDG, je crois, d'Ethiopian Airlines qui rappelait qu'au fond, l'année dernière, par exemple, toutes les 10 meilleures compagnies africaines n'ont transporté que 46 millions de passagers, alors que dans le même temps, Qatar Airways a transporté plus de 66 millions, la Lufthansa plus que cela, et puis, comment ça, les Américains, plus encore. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a cette question des tailles des compagnies. Et c'est vrai qu'Ethiopian Airlines a une politique d'expansion en Afrique d'abord, avec des hubs qu'il essaie de créer en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique centrale, pour rentabiliser justement les compagnies qui existent. Et puis, à part donc Ethiopian Airlines, la Royal Air Maroc, Tunisair et puis la South African Airways, les autres compagnies sont vraiment de petites compagnies qui ont commencé à disparaître, comme Eker au Congo-Brazzaville, parce qu'il n'y a pas de viabilité. Rwandair a quelques aéronefs, Congo Airways pareil, mais ça ne suffit pas justement à faciliter ce déplacement et puis à assurer des services de qualité au sol. Patrick Boyo, il va falloir revoir avant tout la viabilité, comme le dit Alfred Tchango, des compagnies aériennes. Exactement, puisque les paradigmes de départ sont un petit peu biaisés. On a des compagnies qui sont construites sur les modèles typiquement européens, mais regardez la superficie de l'Europe occidentale elle-même. C'est pratiquement un pays comme l'Algérie ou la RDC. Oui. Alors que si vous voulez tabler sur des compagnies performantes, mais sur une superficie à l'échelle très réduite,
votre calcul, en réalité, va se révéler faux, puisque vos estimations auront été faites à partir des éléments qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Ce qui convient maintenant à faire, c'est qu'on puisse constituer, et je pense que Ethiopian Airlines l'a compris, des hubs. Ethiopian Airlines ne va pas se développer seulement sur la base située à Addis Abeba. Voilà pourquoi j'approuve et je félicite beaucoup ce partenariat avec les autorités ivoiriennes de confier l'ouverture de la ligne prochaine entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, ligne directe à Ethiopian Airlines, plutôt qu'à Air France. Parce que Air France fait partie des compagnies à une politique qui consiste à tuer justement les compagnies telles que Eker. Eker avait été construit sur le bas. Pour aller plus loin, pour citer l'exemple de la mort d'Air Afrique, vous savez. Exactement. Exactement, c'est à cause d'Air France notamment. Donc Eker était venu. En même temps, il faut dire pour Air Afrique, petite parenthèse, ce sont quand même les chefs d'État africains qui ont abusé. Quand on voit le nombre de billets gratuits accordés aux membres des familles, il y avait un problème de fond qui était lié à la gestion. Ça, exactement. Bah oui. Exactement. Donc, il y a eu aussi quelque part une concurrence déloyale. Donc pour terminer mon idée, je dirais, quand on voit des compagnies comme Eker, qui a été construite dans la même logique que notre compagnie Iwabour à RDC, bon, même si là-bas il y a beaucoup plus d'aventuriers que de personnes sérieuses. C'est vrai de le remarquer. Ben oui, ce sont des aventuriers, il faut le dire clairement. Eker a été construit un petit peu sur la base d'avoir une ligne performante qui va soutenir pratiquement le 50% du budget d'exploitation, la ligne Paris-Brazzaville ou Paris-Pointe-Noire. Il suffit que les autorités françaises ou Air France compliquent un petit peu la tâche pour que toute l'économie de la société, de la compagnie tombe. Et c'est ça la difficulté. Il faut maintenant diversifier en constituant des hubs, bien entendu, assez forts, des pôles assez compétitifs, mais ne pas miser sur des lignes Occident, c'est-à-dire Nord-Sud, comme étant des principales sources de rentabilité, même si en réalité ce sont des lignes principales sources de rentabilité, mais ne pas miser sur 2 ou 3 lignes, parce qu'il suffit d'un petit problème pour que toute l'économie tombe. Baran Ndiaye, vous vouliez intervenir? Oui, effectivement, c'était pour ajouter en fait à l'argumentaire de Patrick que il faut que ces hubs soient construits et soient vulgarisés, c'est-à-dire soient standardisés au niveau de la zone Afrique. Quelque part, tout à l'heure, Patrick disait qu'il y avait des aéronefs qui étaient en phase de disparition. Je dirais non, parce qu'on a besoin des lignes moyens courriers. Il n'y a pas que les longs courriers qui font l'Afrique, c'est les lignes régionales. Parce que vous savez, il y a des populations qui se déplacent énormément dans les régions difficilement accessibles. Pourquoi? Parce que il y a la savane, il y a la forêt, il y a les routes qui sont impraticables. Donc si les investisseurs africains, c'est mon avis, pensent dans ce sens, c'est-à-dire investissent dans les moyens courriers, des petits avions qui vont permettre au trafic d'atteindre en tout cas un certain pourcentage de réussite dans ce qu'on veut faire en Afrique, ce serait bien. Mais le vrai problème, c'est déjà l'entretien des aéroports qui existent ou qui n'existent pas, des pistes. Et l'une des difficultés est là aussi, c'est-à-dire que des compagnies comme Ethiopian Airlines, bien sûr, dès leur constitution, ont visé d'abord les lignes internationales. Et puis ensuite, ont compris qu'il faut faire dans les lignes interafricaines, ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, pour ce qui est des échanges entre les régions ou entre les pays, justement, le système de hub permet justement à Ethiopian Airlines de sous-traiter une partie, par exemple, le hub du Togo, par exemple, ou en Afrique du Sud. Donc de sous-traiter tout cela avec les compagnies. Vous savez bien aujourd'hui que les aéroports sont tous aux normes ISO et internationales. Par exemple, au Sénégal, récemment... Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Bah oui, on a inauguré l'aéroport AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, qui est carrément un aéroport qui peut concurrencer certains aéroports occidentaux. Mais sur ce terrain, permettez-moi de terminer peut-être. Sur ce terrain-là, il faut dire qu'il y a du progrès, puisque l'aéroport d'Abidjan et l'aéroport de Nairobi viennent d'obtenir une licence pour aller avoir des vols directs vers les États-Unis. Et moi, je dirais, si les responsables de la compagnie Kenya Airways sont très prévoyants, ils vont se dire, voilà, nous avons maintenant gagné la ligne transatlantique États-Unis, Nairobi, nous sommes pratiquement les seuls à relier la côte est africaine à la côte ouest des États-Unis d'Amérique, constituons un hub de l'autre côté du continent, comme vient de le faire Ethiopian Airlines à ses basants à Abidjan, pour constituer un hub, par exemple, à l'aéroport Blaise Diagne de Sénégal. Et ça sera un début de compétitivité assez forte d'avoir deux compagnies africaines qui contrôlent pratiquement les deux côtes de l'Afrique, au lieu de laisser toujours la place à d'autres. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.